Bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un direct où mon invité est Jean Robineau, que je vais nous inviter à rejoindre dans peu de temps. Voilà. Donc, le but de ce direct, c'est de parler des arbres et Jean nous rejoint pour nous présenter une discipline qui lui tient à cœur, c'est le Shirin-yoku. Bonjour Jean. Bonjour, tu m'entends bien? Ouais, c'est impeccable, c'est parfait. Nickel. Je vais stabiliser tout ça. Ouais, qu'on te voit toi plutôt que l'environnement. Alors, ça me fait plaisir de te revoir, ça va faire 1 an, je crois. Ouais, il s'en est passé des trucs depuis. Ouais, hein, c'est ce que Hmm, je vois. Donc, hmm. merci déjà d'avoir accepté mon invitation, de bien vouloir passer un moment là avec nous pour présenter le Shinrin-yoku, de présenter un peu tes autres activités aussi, puisque Hmm. pour moi tout est lié, pour toi aussi, mais c'est pas forcément évident dans la tête des gens que la naturopathie, l'écothérapie puissent s'harmoniser et finalement répondre à un même besoin. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui vont regarder le direct, d'où tu vis, comment t'es arrivé à ça? Alors, je suis Jean, donc je suis Jean Robineau, breton, naturopathe et écothérapeute. J'aime bien préciser les deux. Et d'une pour faire découvrir aux gens ce qu'est l'écothérapie, et de deux pour compléter, on va dire, l'approche de la naturopathie plus classique. Voilà. Et donc j'exerce à Nantes, donc je fais des consultations en visio et aussi en présentiel. J'ai la chance de pouvoir proposer à mes consultants un cabinet dans la nature et tout proche de la vallée du Sens. Donc on va Hmm, souvent prolonger en fait les consultations en extérieur. Voilà. d'accord, ok. Le but de cette invitation, c'était que tu nous parles du Shinrin-yoku, entre autres. Alors Hmm. déjà, est-ce que tu peux rappeler aux gens, alors on sait que ça veut dire, tu me corriges s'il faut, mais bain de forêt littéralement, ou bain de taillis ou de bosquet, j'avais vu aussi. Oui, alors il y a plusieurs définitions. En fait, les mots japonais ne devraient pas se traduire. C'est-à-dire que, en fait, ça devrait être, en français, ça devrait être Shirin-yoku. Et Sans chercher une traduction, en fait. ouais, c'est ça. Non, mais du coup, la traduction littérale, en fait, elle est pas trop appréciée, en fait, des gens qui forment au Shirin-yoku parce que elle est limitante. Donc, quand on dit bain de forêt, euh, alors on voit bien ce que c'est, mais ça simplifie en fait assez fortement la philosophie en fait de la discipline. Et moi j'ai été formé par Bernadette Ray, qui est une Québécoise mais qui a vécu au Japon, qui a passé beaucoup de temps au Japon et qui est très au fait de la culture japonaise. Et elle préfère parler de Shirin-yoku Do. Le do en D'accord, fait c'est en japonais c'est la voix et c'est le do qu'on va retrouver dans le judo, d'accord, dans le kendo. Donc en fait, c'est presque une philosophie de vie en fait qui accompagne normalement ces pratiques-là. d'accord. Donc le bain de forêt en soi, c'est pas une philosophie, alors Non, que le c'est une activité. Shirin-yoku, voilà, représente finalement vraiment une discipline de vie, une approche une philosophie de vie qui est bien plus large que juste la pratique des bains de forêt. D'accord, ok. De manière plus pragmatique, pour que les gens comprennent bien, le Shirin-yoku, c'est donc l'utilisation des sorties dans un milieu naturel pour en tirer des bénéfices de bien-être, des bénéfices physiques, physiologiques. Euh, et les règles dans le cadre de ces sorties, c'est le silence Mhm. et la lenteur. Voilà. Donc, on va dire ces deux règles, en fait, amènent un cadre qui est propice, en fait,
à la contemplation, à l'observation et à la reconnexion au sens. Hmm. Ouais, c'est vraiment tout se mettre en condition pour faire taire notre mental prenant, pour qu'il reste plus que l'être en fait et la Hmm. connexion avec le milieu naturel. Ouais, tout à fait. Ok. Et le Shirin-yoku, en fait, on retrouve vraiment finalement la culture japonaise. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec le judo, donc la voie ou le kendo. Enfin, le kendo, par exemple, c'est la voie du sabre. C'est des disciplines qui sont des arts martiaux, mais en fait, ceux qui la pratiquent doivent aussi apprendre en fait de la philosophie, les règles de vie qui vont avec cette discipline. Et dans le Shirin-yoku, on est vraiment dans cette même logique finalement d'intégrer en fait des principes qui sont propres à la culture japonaise. Hmm. En fait, c'est un engagement que l'on fait pour soi et pour le monde naturel. Bon, j'aime pas trop dire le monde naturel parce que pour moi, on est déjà dans ce monde naturel, Mm, mais j'essaie de le présenter aux personnes qui regardent. Donc, c'est plus comme un engagement, un way of life, et plutôt que se dire, ah ok, bah là, j'ai fait une séance de Shirin-yoku, mais bon, après, j'ai fini, je pars et c'est oublié. mm. Ouais. Enfin moi la formation que j'ai fait avec Bernadette là, c'était, enfin j'en suis revenu changé. C'est pas juste la pratique qu'on a pu faire, c'est ce que j'ai appris à travers le Shirin-yoku, c'est des ingrédients qui aujourd'hui sont pleinement intégrés dans ma vie du quotidien. Donc l'éloge du silence, l'éloge de la lenteur, la reconnexion au sens, une forme de respect et d'observation de l'environnement. Le Shirin-yoku, il y a une particularité, c'est que chaque séance démarre par le passage du tori. Le tori, en fait, on voit ça dans les images du Japon, c'est le portail, c'est les deux montants en bois avec un montant horizontal. Donc ces torii, c'est des seuils qui marquent l'entrée dans des lieux sacrés. Et avant chaque séance de Shirin-yoku, on va faire ce travail de passer le tori, symboliquement en fait, de rentrer dans un environnement sacré. Donc on n'est pas dans une dimension religieuse, hein, les Japonais et le shintoïsme, ils sont pas là-dedans. En fait, c'est pas une religion stricto sensus, mais en fait c'est euh, un rapport voilà de sacré. Enfin c'est un rapport en tout cas de respect de respect en fait de la nature comme comme quelque chose de sacré quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce passage, quelque part, c'est un peu aussi abandonner nos manteaux, tu vois, de pollution, de stress, Hmm. enfin, un peu se dépouiller, tu vois, pour C'est pénétrer, en fait, dans ce lieu ouais, sacré. c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, donc en Shinrin-yoku, on propose pas d'exercice, on propose des invitations et chaque personne est libre de l'accepter ou pas. Mhm. Et l'invitation qu'on fait au moment du Tori, c'est on propose aux gens de se délester de ce qu'ils veulent pas emmener avec eux dans la séance de Shinrin-yoku. D'accord. Euh, Enfin, typiquement, on est dans la même symbolique que quand vous allez à la mosquée, vous faites, voilà, vous vous lavez les mains, vous vous lavez la bouche. Enfin voilà, il y a des ablutions à faire Mhm. pour être, on va dire, dans les meilleures conditions pour la pratique en fait. Et dans le Shinrin-yoku, D'accord. c'est un peu ça. Donc on n'est pas dans une religion, hein. Mais en tout Non. cas, on a cette symbolique de voilà, de se délester de ce qui est négatif pour pouvoir profiter pleinement de la séance. C'est ça. C'est Hmm. ça, c'est ça. C'est ça, s'alléger vraiment tout ce qui est futile, ce qui pourrait être futile, négatif Hmm. pour une forme de futilité, tu vois, et pour être disponible et ouvert en fait au moment dans le Shirin-yoku. Hmm. Tout à Ça? fait. Ok, Ouais, bien. tout à fait. Ça va, je suis. Et donc, quand tu disais que tu proposais des séances à tes clients en suite de la naturopathie, c'est comment tu les invites à aller faire une séance de Shirin-yoku ou c'est juste tu invites à aller en extérieur et ça, en fait, toi, tu intègres le Shirin-yoku dedans sans forcément dire que c'est du Shirin-yoku, tu vois? Alors, les sorties Shirin-yoku,
pour moi, sont vraiment en parallèle de la naturo, D'accord? puisque dans l'idéal, c'est des activités de groupe. Enfin, c'est Oui, une d'accord. activité de groupe. Euh, En fait, en Shirin-yoku, on n'est pas dans une approche thérapeutique. Ça ne veut pas D'accord. dire que les gens vont pas en tirer un bénéfice physique ou psychologique, mais c'est que il y a pas d'impératif thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'un guide de Shirin-yoku n'est pas un thérapeute. D'accord. C'est juste un guide. Euh, voilà, c'est juste un guide qui va accompagner la personne dans un environnement et va lui faire un certain nombre d'invitations. Mhm. Euh, Ce qui est différent de la posture du naturopathe. Le Oui. naturopathe a une approche de thérapeute, accompagne la personne. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment deux casquettes. Quand je suis guide de Shirin-yoku, je ne suis pas thérapeute. Mhm. Ce qui est thérapeutique, c'est la nature. Mhm. Et en fait, pour être plus précis, il y a deux co-thérapeutes dans une sortie de Shirin-yoku. Il y a la nature et le groupe. Ouais. Pourquoi le groupe? Parce que après chaque invitation, en fait, il y a un temps de partage. Et ces temps de partage permettent aussi en fait de créer de la résonance. Parce que ce qui se joue dans une sortie de Shirin-yoku, c'est de la mise en résonance entre ses émotions, ses pensées et la nature qui nous entoure. Donc on peut rentrer en résonance avec la nature, mais aussi on peut rentrer en résonance avec les partages qui sont faits par le groupe. Euh, Mhm. on va peut-être entendre quelqu'un qui va dire, bah voilà, moi j'ai ressenti cette émotion-là, ça va faire écho à une émotion que j'ai ressentie aussi, ou au contraire, ça va m'interpeller parce que c'est une émotion qui est très différente de ce que j'ai vécu. Mhm. Mhm. Donc en fait, ces partages sont aussi, enfin, pour moi, ont une dimension thérapeutique. Donc c'est les deux. C'est donc la nature et les partages qui ont ce rôle de thérapeute, mais le guide, lui, il est vraiment en retrait de ce qui se joue là. D'accord. Ok. C'est vrai que le groupe a ce côté miroir qui est toujours intéressant. C'est un peu la puissance du groupe qu'on va retrouver Hum, dans toutes les activités collectives d'ailleurs. Ça a un hum, côté booster et j'aime bien aussi, enfin, je trouve ça toujours intéressant quand moi j'organise une balade de sylvothérapie et conscience végétale, hum, de voir comment les gens arrivent avec une énergie commune en fait. C'est comme si les choses avaient déjà été préparées à l'avance sans que je ne contrôle rien ou je n'organise rien là-dessus. hum. Et arrivent avec leurs propres énergies et le travail il se fait comme ça tout seul finalement. Pour moi, le rôle du guide, c'est ça en fait, c'est vraiment amener les gens à un point au milieu naturel et après doit se passe ce qui doit se passer, hein. Tout à fait. Mais ça fait partie, voilà, vraiment du cœur aussi du Shirin-yoku, ouais, cette dimension Mm, collective. mm, mm. Ça m'empêche pas de faire des séances. Enfin, la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai fait une séance de Shirin-yoku individuelle et c'était différent. C'était différent. Et là, j'ai peut-être eu un peu plus la casquette de thérapeute, mais c'est pour ça que voilà, j'aime bien séparer le Shirin-yoku activité collective et après derrière le pendant du Shirin-yoku que je peux avoir d'un point de vue thérapeutique, c'est Mm. l'écothérapie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Oui, on va en parler tout à l'heure. Une question avant qu'on Hmm. en parle, parce que j'aimerais bien avoir ton avis justement là-dessus. Souvent, on lit qu'on peut pratiquer Shirin-yoku ou yoku, pardon, ou sylvothérapie uniquement en forêt. Moi, je dis non, je suis pas d'accord. N'importe quel milieu naturel convient, puisque ce qui est important, c'est de ressentir la connexion avec ce milieu naturel. Donc, les parcs, par exemple, en ville, c'est bien Hmm. aussi. Et d'ailleurs, le docteur King Lee, dans son livre Shirin-yoku, l'art du bain de forêt, le dit également. T'en penses quoi, toi, là-dessus? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Les invitations qu'on peut faire, on peut le faire en pleine forêt, on peut le faire dans un parc, on peut même le faire, pourquoi pas, sur un parking de supermarché. Euh, la façon de se reconnecter à soi, la façon d'être dans la conscience de ce qui nous entoure, reconnexion à ses sens, reconnexion à la lenteur. En fait, ça, on peut l'appliquer dans n'importe quel environnement. Mm, mm. La seule différence, c'est que, et là, on est dans un registre plutôt thérapeutique, enfin thérapeutique. Plus on aura de la diversité autour de nous, plus on aura des opportunités de mise en résonance.
ou Oui, d'effets tout à fait. miroirs. Donc en fait, on peut D'où faire un l'intérêt Shirin-yoku. de direct, là, d'ailleurs. Voilà, donc on peut faire un Shirin-yoku éventuellement dans le désert, mais si on n'a que des grains de sable autour de nous, peut-être qu'au bout d'un certain moment, on va percevoir une différence entre les différents grains de sable, mais ce sera peut-être moins évident. Alors que quand on est dans un environnement avec beaucoup de biodiversité, tel une forêt, en fait, on a plein d'opportunités de mise en résonance. Mm. Donc c'est là où ça devient puissant. C'est que moi, avec mes sentiments, avec mes pensées, cette diversité-là m'offre plein d'opportunités en fait de réfléchir à un sujet, de trouver des réponses pour une question, de prendre conscience de certaines choses. Enfin voilà. Donc pour faciliter les choses et maximiser les chances d'avoir cet effet miroir, d'avoir cette résonance, on va plutôt favoriser la pratique du Shirin-yoku dans des environnements naturels avec de la diversité, avec justement voilà toute cette richesse qui est qui est appréciable d'un point de vue thérapeutique, quoi. Oui, 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 Et tout à fait. voilà, l'autre pendant, c'est que les forêts, à travers la diversité, à travers les phytoncides, vont apporter aussi un impact positif sur l'organisme, que ce soit sur le système nerveux, que ce soit sur l'immunité. Donc on va dire ce bénéfice physique, énergétique, enfin, on mettra les critères qu'on veut. De Ça peut faire l'environnement beaucoup, d'ailleurs. forestier, enfin, il est quand même bénéfique, quoi. Ok. Alors, on va parler de l'écothérapie puisque Mm, tu es écothérapeute. C'est un concept qui est intéressant, qui est pas du tout connu. Enfin, j'ai pas l'impression, j'en entends pas encore beaucoup parler. mm. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, comment toi tu le vis, tu le pratiques, comment tu as découvert ça, etc. Alors, l'écothérapie, c'est le pendant thérapeutique en fait du Shirin-yoku. Là où on cherche de manière collective des mises en résonance dans le Shirin-yoku, là, dans l'écothérapie, c'est un thérapeute et son client qui vont en fait déambuler dans la nature et profiter du matériel offert par la nature pour travailler sur des problématiques émotionnelles. Hmm. Donc c'est une discipline qui a été formalisée et mise en place par un profil plutôt de psychologue. D'accord. Donc vraiment dans un accompagnement voilà, psychologique des personnes. Euh, donc aujourd'hui c'est une discipline qui est proposée sous différentes formes. La forme la plus basique, c'est ce qu'on appelle le walk and talk. Donc c'est peut-être un concept marketing dont on a entendu un peu plus parler que l'écothérapie. Walk and Talk, c'est dans les années 2000. C'est un psychologue new-yorkais, Cockrell, qui a décidé en fait de faire des consultations dans Central Park. Au départ pour satisfaire un de ses clients, et en fait il s'est aperçu que bah, ça fonctionnait, et donc il a systématisé le principe. Et donc, quand je dis l'expression la plus simple de l'écothérapie, c'est que le walk and talk, c'est juste faire une consultation avec son psy, mais en marchant dans un parc. Donc déjà, il y a un bénéfice parce que la marche, en fait, entraîne les pensées et favorise en fait le cheminement intellectuel. Donc ça, c'est bien. Il y a un bénéfice physique aussi de l'activité de la marche. Le fait de Mais du coup, parler. mais ouais, c'est ça. Et en fait, Hmm. le walk and talk, c'est juste ça. Là où l'écothérapie va un peu plus loin, c'est que au lieu juste de parler, on va proposer en fait des invitations autour de l'observation de l'environnement naturel, euh, et on va voir si justement il y a ces résonances qui se mettent en œuvre, quoi. Mais pour le coup, quand tout à l'heure je parlais de dans une séance de Shirin-yoku, les deux thérapeutes, c'est la nature et le groupe. Hmm, Là, hmm. en écothérapie, bah, il y a bien un thérapeute qui est l'écothérapeute, mais il est co-thérapeute puisque la nature aussi, là encore, a son rôle en fait de thérapeute. Hmm. Euh, Quelque voilà, part, enfin, il joue aussi le miroir que peut faire le groupe pendant le Shirin-yoku. ouais, Parce que du coup, là, le groupe, ouais. il est Mais dedans. donc, c'est ça, on va plus guider les choses, on va faire voilà, on peut dire, bah tiens, regarde cet arbre mort, qu'est-ce que tu vois?
Donc la personne va dire, bah tiens, je vois ça. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de m'approcher. Et en fait, à travers un principe d'interrogation comme ça, autour de qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de faire, le thérapeute va moduler en fait les possibilités d'interaction avec l'environnement et va permettre à la personne de rentrer en résonance, de voir des choses miroirs. Donc en écothérapie, on a différents niveaux d'interaction. Le premier niveau, c'est l'effet miroir. Donc c'est je me reconnais dans ce que je vois, donc où je reconnais une émotion que j'ai en regardant un arbre ou une branche ou que sais-je, Mhm. une fourmi qui travaille et ça me représente moi qui porte mon fardeau tous les jours en allant au travail. Donc ça, c'est l'effet miroir. Et après, il y a le deuxième niveau qui est la nature qui enseigne. Donc en fait, on va trouver dans des choses qu'on observe des enseignements. Donc je vais voir un arbre très majestueux qui dégage de la force et je vais dire bah en fait cet arbre il est fort parce que il est très enraciné donc il m'apprend qu'il faut que j'aille voir dans mes racines qu'est-ce que sont mes racines pour pouvoir grandir. Donc là c'est un apprentissage. Donc la personne va en tirer un propre enfin voilà elle va tirer un apprentissage de ce qu'elle perçoit à travers le prisme de son expérience de ce qu'elle est. Bien sûr, on apprend de l'imitation aussi. Et finalement, là, la nature nous est le Mm, parent qui nous enseigne par imitation. Enfin, nous, on essaie d'imiter, mm, normalement. On peut s'en mm, inspirer, du moins. mm. Ok, et donc, Et voilà. Donc et ça pour le coup, c'est vraiment intégré à ma pratique de la naturo, c'est-à-dire ah que bah, ça répond à ma question euh, suivante. d'accord, parce que Vas-y, vas-y. en fait, il y a, enfin voilà, la naturopathie est pas mal chahutée en ce moment et Ah oui. certainement parfois à juste titre. Euh, Il y a un principe qu'on explique en naturo, Mm. Bon, c'est la intérêt. vision holistique. Mm, Je vais chercher la cause de la cause de la cause. mm, Et en fait, sur la partie émotionnelle, c'est pas du tout le cas. mm, mm, Parce qu'on va avoir des gens qui ont du mal à dormir, il y a des gens qui sont stressés. Et en fait, pour ces gens-là, on va faire du symptomatique. On va mm. leur donner de la valériane pour mieux dormir. On va leur donner du pavot de Californie pour être moins stressé. Donc, on travaille juste sur les symptômes. Ouais, ouais. Et pour moi, en fait, l'écothérapie, va aller justement pouvoir travailler sur la cause des émotions, non pas en faisant de la psychologie parce que c'est pas Ouais, notre ouais. métier, mais en travaillant sur la matière naturelle autour pour créer des déblocages, pour aider les gens en fait à identifier voilà des solutions à des problèmes émotionnels. Ok, ça marche. Comme ce qu'on peut compléter, par exemple, avec, moi, je parle de certains naturopathes, avec les fleurs de bac, certains vont le faire avec l'hypnose, avec la sophrologie, et donc du coup, Mm, ça permet de dissoudre ce qui a bloqué, coincé, perturbé, qui n'a pas été assimilé, mm. et qui au final nous donne les symptômes en bout de chaîne. Mais je suis d'accord, hein, il y a trop de naturaux qui sont des médecins généralistes de la naturopathie et c'est énervant. Moi, ça m'énerve. Ah ouais, voilà, moi je trouve que enfin sur la dimension émotionnelle, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Alors oui, on peut dire les fleurs de Bach, mais de la même manière, si les fleurs de Bach agissent sur les émotions, euh, est-ce 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 que vraiment ça cherche la cause de l'émotion en fait? Et ça en fait, je trouve que c'est les personnes en fait qui peuvent enfin on dit ça en naturo, mais la solution elle vient des gens en fait. Le naturopathe en aucun cas enfin voilà, la solution, elle vient de la personne et La ce qui solution, joue elle vient toujours des gens. et c'est ça. Et donc en écothérapie, quand il y a On une n'hésite mise en pas pour proposer résonance des qui se outils. fait, quand il y a une mise en résonance qui se fait dans une séance d'écothérapie, c'est la personne qui trouve ses propres réponses en fait. Mm, Donc c'est mm, pour ça, je trouve que c'est vraiment très complémentaire de la naturo, que c'est parfaitement aligné en fait avec la philosophie de la naturopathie et en tout cas moi ma vision de la naturopathie qui est plutôt de natural pass donc le chemin de la nature remettre les gens sur mm, le chemin mm. de la nature. Voilà.
Ok. Alors sur ta page Insta, tu parles aussi pas mal de permaculture. Pour moi, c'est évident. Un de tes posts dit mais pourquoi est-ce qu'on voit pas la permaculture dans les formations de naturopathie? C'est vrai que des fois c'est soit tu as juste un petit module vite fait, soit c'est pas du tout abordé. Euh, alors que pourtant c'est tellement essentiel la façon dont on traite les végétaux qui nous nourrissent, comme on en prend soin pour nous nourrir nous-mêmes. Comment toi, est-ce que d'ailleurs tu le développes de façon professionnelle, la permaculture? Je vais pas demandé. Je développe de manière professionnelle. Non, enfin, Tu vois, avec des ateliers où c'est c'est une vraiment toi thématique, c'est une thématique, dans ton ouais, philosophie de vie, en fait. c'est dans ma façon de vivre en fait. C'est à titre personnel que moi je peux expérimenter la permaculture, que je peux faire des stages dans ce domaine-là et tout ça. Après, ça m'empêche pas au cours d'une séance ou dans le quotidien, voilà, de pouvoir transmettre de la connaissance autour de cette pratique. Mm, mm. Euh, pour moi, elle est importante et elle est très complémentaire. C'est que euh, ce qu'on voit avec la permaculture, c'est que tout est synergie, tout est imbriqué, enfin, la vie crée la vie en fait. Enfin, et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris comment fonctionne le vivant, et je pense que la permaculture est une bonne discipline enfin une discipline. Bah, là encore, la permaculture pour moi c'est plus une philosophie de vie que vraiment des principes stricto sensus à appliquer. Quand on a compris comment ça fonctionne et qu'on voit cette notion de synergie, cette notion de si j'enrichis quelque chose, si je travaille le terrain, c'est là où ça va porter des fruits. Si je travaille pas le terrain et que je fais que du superficiel, et ben en fait, je vais appauvrir ma terre, je vais à un moment ou à un autre sombrer. En fait, C'est enfin, un bon parallèle, voilà. le parallèle avec la C'est santé, évident. enfin voilà, il est Mm. évident. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, si on reste à une naturopathie qui est très portée en fait sur la dimension physique, Avec sur Mm, voilà presque une mm, dimension clinique, mm, et mm. sans avoir conscience de comment fonctionne le vivant, je trouve on perd en fait une sensibilité qui pour moi est l'essence en fait du métier. Ah, c'est ça. Tu perds Mm. l'essentiel et tu peux pas vraiment accompagner, je trouve, autant qu'on pourrait le faire, en fait, tout ça. Enfin, tu es vite limité, en fait, dans ton travail, quoi. Mm. Mais je pense quand même qu'il y a aussi beaucoup d'autres naturopathes qui en sortent rapidement parce que confrontés à la pratique, ils se rendent compte que il y a autre chose, en fait. Il y a Mm. autre chose que ce qu'ils ont appris, heureusement. Un truc qui m'a bien plu et je savais pas, tu as des ruches, c'est ça, ou une ruche en tout cas, Ouais, et j'ai tu des ruches. produis ton miel. Alors ça, c'est un sujet qui me fascine. J'ai pas de ruche, mais je trouve les abeilles tellement mais essentielles. Les gens, ils ont absolument pas conscience, comme la mort précipitée de toutes les abeilles. Mellifères, pas juste celles qui font notre miel, hein, parce que en fait la majorité des abeilles ne produisent pas de miel, sont si importantes pour nous, notre vie et la vie de toutes choses sur Terre, parce que sans, sans ces abeilles mellifères, sans ces insectes butineurs, on n'a pas de fruits, on n'a pas la plupart des légumes, on n'a pas de céréales, et puis forcément les animaux qui s'en nourrissent, donc nous, Mm. on n'est pas là non plus. Donc c'est un peu la loose quand on voit qu'il y a des hivers où un quart des abeilles peuvent mourir. Alors plein de causes, hein, pesticides, pollution, dérangement, activité humaine, froid aussi, trop long. Euh, Est-ce que tu as un truc à dire pour ça? Je crois que j'ai déjà dit plein de trucs en fait. Je suis à fond avec les abeilles. Ben moi, j'ai fait ma formation d'apiculteur. J'ai fait une formation de 2 ans là, avec l'UNAPLA, une association à Nantes là. En fait, ça m'a appris beaucoup sur le vivant. Enfin, faire de l'apiculture, ça nous apprend tellement de choses en fait sur le fonctionnement du vivant. C'est bon déjà quand on est apiculteur, on est obligé de connaître, enfin, on est obligé d'être sensible aux saisons. Donc ça nous ramène vraiment dans ce qu'on est. C'est juste, on Complètement. subit ce Dans qui se les passe dans la cycles. nature.
Ça nous oblige à connaître les arbres, les fleurs, enfin les différentes plantes. Et après, le Mm. fonctionnement de la ruche, c'est pareil, c'est incroyable. Je dis C'est la souvent, république des abeilles. ouais, en fait, on avait un mauvais réflexe, en fait, c'est qu'on traduit souvent la ruche comme une monarchie. C'est-à-dire qu'il y a Oui, la reine et après il y a tout le monde qui est en dessous, mais c'est c'est à pas du cause du tout. mot reine. Oui, mais enfin, en fait, il faut imaginer que une colonie, c'est un individu. Mm. Et en fait, il faut imaginer que c'est un seul organisme et qu'après derrière, typiquement, bah la reine, ça pourrait être l'hypothalamus, quoi. C'est-à-dire que l'hypothalamus qui va régler l'organisme euh, d'un point de vue hormones, qui va être le pilote des hormones, et ben la reine, ça va être la pilote de la ruche à travers les phéromones. C'est la Mais tête du du coup, banquier, quoi. c'est pas elle qui décide en fait. C'est la Mm. ruche a aussi son mot à dire. Si une reine n'est pas efficace, la colonie va la détruire et va faire une nouvelle reine. Donc il n'y a pas du tout cette vision de monarchie. Il y a une logique en fait d'intérêt supérieur de l'organisme qui est constitué en fait de plein d'abeilles. Donc c'est presque une abeille, c'est une cellule quoi. Et après, enfin voilà, j'aime bien expliquer ça parce que souvent les gens ils ont pas cette vision-là en fait. Ils ont l'impression Mm. que l'individu c'est l'abeille, mais en fait l'individu c'est la colonie. Mm. Et Mm. quand on étudie les abeilles, ben, on découvre aussi l'épigénétique, Mm. c'est-à-dire que quand la reine va pondre un œuf, l'œuf il a en termes de génétique euh, exactement la même chose pour tous les œufs, enfin pour tous les œufs femelles. Et c'est après, avec quoi on va le nourrir, on va nourrir la larve, qui va faire que ça va faire une ouvrière ou une reine. C'est le principe de la Donc, cellule souche. ben, en fait, c'est le principe de l'épigénétique, c'est-à-dire que vous avez un même patrimoine génétique, et en fonction de l'environnement, en l'occurrence, l'environnement, est-ce que c'est de la gelée royale ou est-ce que c'est un mélange de gelée royale ou de miel, ça va faire un individu qui est différent. Une reine, elle est pas calibrée comme une ouvrière, et pourtant c'est le même patrimoine génétique. Mm. Donc enfin voilà, quand on observe ça chez les abeilles, en fait, ça ouvre tellement de réflexions sur notre vie, sur la santé, sur le fonctionnement de la société. Enfin, Mm. c'est voilà, enfin moi je vois vraiment l'apiculture comme une matière à penser, à réfléchir, à imaginer, et euh, et ça, c'est pour ça c'est hyper enrichissant. Au-delà Mm. de au-delà de ce que produit une ruche, qui est là aussi extraordinaire d'un point de vue santé. Mm. 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 Ça reste toujours un émerveillement et une contemplation du vivant, en fait. Ouais. Et voilà, et moi je suis fan des produits de la ruche, je les conseille beaucoup en consultation. Voilà, si demain je devais finir sur une île déserte et que j'avais un seul truc à prendre avec moi, ce serait de la propolis, quoi. D'accord. Donc J'ai cru que tu allais me dire la ruche et toutes les abeilles. Je fais, ah, non, voilà, si, enfin voilà, pourquoi pas? on peut se poser cette question-là. Est-ce que c'est une huile essentielle? Est-ce que c'est une plante? Est-ce que voilà, moi ce serait la propolis parce que la liste des bénéfices de la propolis sur la santé, elle est, enfin, c'est un- c'est long comme le bras, quoi, ou comme deux bras, ou comme trois bras. C'est vraiment une matière extraordinaire. Ok. Dernière petite chose avant qu'on finisse, parce que ça fait déjà un petit peu de temps et puis t'as ta soirée, tout le monde a sa soirée. Hmm. Tes projets là pour la fin d'année, l'année prochaine? Ben, il y en a plein. Ok. Voilà, j'aimerais bien pouvoir vraiment développer l'activité chez Renioku. J'ai aussi dans un coin de la tête une mission avec Thomas Busini qui m'a formé à l'écothérapie, de pouvoir essayer de faire rayonner cette discipline plus largement. Euh, j'ai un projet aussi avec l'association de la Vallée du Sens là pour aménager une prairie et pourquoi pas aussi favoriser
l'utilisation de cette prairie pour faire de la pédagogie autour de la vallée, autour de la permaculture, Des ruches. des plantes, pourquoi pas des ruches. Enfin voilà, il y en a un peu partout des projets en fait, j'ai vraiment aussi envie de développer les projets locaux, quoi, de m'impliquer plus sur le territoire parce que je pense que c'est un maillon essentiel et je vois beaucoup de naturaux qui font de la visio et je trouve que c'est un super outil et que c'est super pour pouvoir aider des gens qui sont loin. Mais je trouve aussi important de replacer en fait le naturo dans son ancrage local. De connaître son environnement, de connaître aussi les gens qui travaillent autour, que ce soit des producteurs de plantes médicinales, que ce soit même les pharmaciens, que ce soit les associations, que ce soit les écoles pour pouvoir faire de la pédagogie autour des plantes, autour de la santé naturelle. Enfin, recréer ce maillage-là et recréer du lien. Et ça passe aussi par cette présence dans l'espace. C'est pour ça que je propose des consultations aussi en extérieur. Je trouve que, enfin, voilà, toi, tu peux aussi l'expérimenter à travers des sorties de sylvothérapie. C'est bien d'être présent sur le terrain. C'est bien Ouais, de sortir du c'est cabinet. bien, ça nourrit. Moi, ça me Hum, nourrit. C'est vraiment un échange qui va dans les deux sens. hum, Après, alors il y a beaucoup de naturaux qui font du visio. Il y a aussi beaucoup de naturaux qui sont sur le terrain, qui sont impliqués. C'est juste qu'on s'en rend moins compte si on n'est pas soi-même sur le terrain, parce que justement, ces gens-là, ils sont pas derrière un écran. hum. Et donc, ils sont pas sur Instagram ou Facebook. Et voilà. Mais pour en connaître plusieurs, il y en a beaucoup qui sont investis justement, comme tu dis, auprès des producteurs de plantes médicinales ou de vergers bio, par exemple, Hum. qui animent aussi beaucoup comme ça. Ouais, c'est super de faire ça parce que, enfin voilà, je pense que c'est, quand on Ça voit fait quand même pour justement les que c'est, saluer. c'est, voilà, qu'on est chahuté par les médias et tout ça, enfin, montrer une autre réalité, justement de proximité, c'est d'autant plus important, quoi. Tout à fait. Mm. Alors, je te remercie énormément pour le temps qu'on a passé ensemble, pour toutes tes nombreuses explications qui, j'espère, auront servi. De toute façon, c'est enregistré, donc après, vous pourrez le revoir. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour participer comme ça dans un direct et échanger leur vision des arts. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer du Shinryoku, de la sylvothérapie. Vous pouvez même très bien être forestier. C'est Mm. ouvert. Le but, c'est vraiment d'en parler, de faire connaître toutes les approches possibles. Et plus on sera nombreux, mieux ce sera. Moi, je le vois un peu comme ça. Mm. Voilà. Et puis, sinon, j'ai ma formation de sylvothérapie et conscience végétale. Et j'y tiens à ce mot-là, conscience végétale, parce que justement, les choses ne s'arrêtent pas à la sylvothérapie. Mm. Du 31 octobre au 4 novembre à Nantes. Et il reste encore des places. Il y a déjà des inscrits, mais vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup, Jean, en tout cas. Merci Et à ça a toi. été C'était un plein plaisir de pouvoir dans échanger avec toi. dans Et tes... on aura Ouais, certainement l'occasion de se recroiser dans les mois à venir, là. j'espère bien. C'était prévu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, enfin, typiquement, le Shinryoku fait partie pour moi de la Sylvo, Hmm. enfin, est intégré dans la Sylvo. En Donc, fait, les deux sont complémentaires, voilà. Mais c'est bien de ouais. parler du Kiryoku parce que c'est pas encore, peut-être parce que c'est japonais, je sais pas, on n'est pas très proche de ce pays, déjà géographiquement. Mm, Mais voilà, mm, je trouve que c'était bien que tu interviennes là comme ça et que tu nous en parles. Ça permet d'éclaircir un peu les choses. mm. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir. Au plaisir, merci et à bientôt, Jean. Salut! Au revoir tout le monde.